Je regrette presque le titre que j'ai mis. Il est beau, le titre, mais il est peut-être un peu pompeux. Puis j'espère ne pas trop vous décevoir. Simplement vous dire que je suis professeur au département de travail social. Et vous comprenez bien que ça ne fait pas de moi quelqu'un qui connaît bien la douleur chronique. Mais je suis entouré de gens qui connaissent bien ça. Donc, j'ai voulu faire pour cette présentation-là. En fait, j'ai deux intentions. Une qui est un peu égoïste. Je voulais me présenter à vous parce que je ne suis pas connu dans votre réseau. Et je vais vous parler un peu du plan sur la douleur chronique au Québec à travers l'implantation des équipes interprofessionnelles qu'on suit. Là. Je dis on parce qu'on est toute une équipe, là, notamment Gabriel Pagé qui porte cette recherche-là. Donc, deux intentions, puis deux intentions introductives. Donc, ça ne sera pas vraiment une présentation de recherche classique. Donc, je me présente un peu. Je fais de la recherche qualitative depuis déjà très longtemps, presque 25 ans maintenant, toujours ancré du côté ou orienté du côté de l'organisation des services, collaboration interprofessionnelle, intégration des services, beaucoup pour les personnes âgées et pour les soins primaires depuis quelques dizaines d'années à peu près. Donc, j'ai obtenu une chaire de recherche du Canada sur cette thématique-là, donc l'intégration des services, dans les années 2009-2019. J'ai été le directeur scientifique d'un réseau de recherche équivalent au vôtre là, pendant 6 ans. J'ai suivi de très près les réformes 2003, 2015 puis 2025, un peu moins, mais les deux grosses réformes précédentes, j'ai suivi de près. Et j'ai mis en gras une activité qui m'occupe beaucoup depuis quelques années. Je suis l'implantation depuis 2011 du plan québécois sur la maladie d'Alzheimer et les maladies apparentées. Alors pourquoi je l'ai mis en gras? C'est que dans le fond, la compétence, le plan douleur chronique et le plan Alzheimer ne portent pas sur des objets similaires, bien entendu, mais ils ont des intentions très proches avec une modalité de gestion du changement qui est très proche parce que dans le fond, le plan douleur chronique s'est inspiré du plan Alzheimer pour structurer la suite de son développement, de son implantation. J'ai mis quelques livres que j'ai publiés. Là, il y a deux lignes narratives, une ligne plus disciplinaire, puis une ligne centrée sur l'organisation des services. Au centre, un livre qui est en plus gros, là, c'est un des derniers que j'ai publié sur ce thème-là. Donc, j'ai évoqué tout à l'heure que j'ai suivi de très près l'implantation des réformes, là, surtout avec la focale personnes âgées. Donc, trois grandes réformes, en tout cas, deux grands échecs. Le troisième, c'est trop tôt pour le dire, on verra si ça arrive, là, mais en tout cas, certainement deux grands échecs. Et je fais remarquer qu'il y avait une récurrence des buts. Hein. J'ai reformulé un peu, là, mais dans le fond, les trois réformes visent toutes les mêmes buts. Alors pourquoi à chaque fois refaire les mêmes buts avec les moyens un peu similaires, et sachant que ça n'a pas beaucoup d'effets positifs? C'est un problème. Je vous ai mis à l'écran les buts poursuivis par Santé Québec, Mme Biron. C'est des buts qu'on connaît depuis très longtemps, depuis 25 ans qu'on poursuit ces buts-là, avec dans le fond des ressources pour faire le changement qui sont un peu les mêmes. Plus de fusion, plus de gestion volontariste et top-down, etc. Et ça n'aura pas d'effet autre que, évidemment, dans le passé. Alors, je vous ai mis à l'écran une liste des grands déterminants de ces échecs récurrents-là. Évidemment, le plus important, c'est la croissance exponentielle des besoins. Hein. Les systèmes courent toujours derrière la hausse des besoins, puis ça explique beaucoup de choses. Il y a aussi de la croissance très rapide des connaissances. Nous produisons tous et toutes autour de la table des connaissances. La conséquence après, c'est qu'une fois que c'est fait, ben, ça fait en sorte que les systèmes de santé courent vers une nouvelle demande. Je donne un exemple simple. Il y a 30 ans, on dit qu'il y avait une personne sur 800 qui était autistique. Aujourd'hui, on parle d'une personne sur 50. Il n'y a aucun budget qui croît de fois 16 là, dans aucun système de santé au monde. Donc, ça génère beaucoup de demandes. Il y a toute la ligne autour de l'impact des réformes et des changements sociétaux sur les employés, le grand turnover, la grande démission, la démotivation au travail, etc. Des systèmes de financement, alors des grandes, grandes, grandes réformes très ambitieuses
unique au monde en termes d'ampleur, mais pas de réforme fondamentale du mode de financement. Donc, on finance aujourd'hui en gros comme on finançait en 1971-72. Ceci explique une part des difficultés. Des réformes non évaluées. Et je lui mets en gras la dernière qui nous intéresse aujourd'hui. C'est une gestion du changement qui est très souvent inadéquate. Donc, on va tenter de réfléchir à ça ensemble. Donc, je vous parle maintenant plus spécifiquement du pleur douleur chronique, avec une focale particulière sur les équipes interdisciplinaires. On peut penser que c'est une mesure phare de ce plan-là. Alors, je vous ai mis à l'écran une saisie d'image des principes qui orientent le plan douleur chronique. Je vais aller plutôt à l'autre diapo pour vous montrer quels sont les buts. C'est la fiche technique là, à l'IPAM, qui est le bailleur de fonds qui finance les équipes interprofessionnelles. Et pour étendre les lignes, vous allez voir qu'il y a des buts clairs. Renforcer la première ligne, pour éviter que tout le monde tombe ou bascule en deuxième ligne. Néanmoins, renforcer la deuxième et la troisième ligne. Donc, on voit une préoccupation forte, au concept de trajectoire de soins et en renforçant des équipes qui sauront mieux répondre aux besoins de la population en proximité. Alors, actuellement, on est vraiment au démarrage de tout ça, hein. Donc, c'est de l'information, comment je pourrais dire, qu'il faut prendre avec beaucoup de précautions. Donc, l'IPAM a financé 6 équipes, 2 qui fonctionnent depuis une année et 4 qui sont en train de s'implanter. Les premiers usagers sont là depuis 2 ou 3 mois pour plusieurs de ces équipes-là. Et en plus, ces 6 équipes-là ont des modalités, des modèles conceptuels un peu différents, ce qui est normal hein, en phase expérimentale, hein. On est là actuellement, c'est qu'il y a 6 projets qui inventent des solutions pour répondre aux objectifs qu'on évoquait tout à l'heure. Il y a un système d'accompagnement du changement qui est intéressant, qui est calqué en gros du plan Alzheimer que j'évoquais précédemment. Le ministère a désigné un gestionnaire chargé de projet national avec une gouvernance partenariale. Là, les gens concernés par le plan se réunissent périodiquement. Un coordonnateur par UIS qui est là pour accompagner le changement, instrumenter les acteurs, etc. Des efforts de monitorage pour le bailleur de fonds, qui sont nombreux et que je ne rendrai pas compte ici aujourd'hui. Je ne suis pas impliqué là-dedans, on n'est pas impliqué là-dedans. Et notre recherche qui a pour mission, dans le fond, d'évaluer de manière développementale la mise en œuvre continue, c'est-à-dire des premiers mouvements jusqu'à éventuellement au moment de leur utilisation, mais ça, on n'est pas encore rendu là. Puis il y a d'autres travaux de recherche que je n'évoque pas ici parce que je n'ai que 15 minutes. Alors, j'insiste vraiment, là, ce que je m'apprête à vous dire, ce n'est pas de la recherche, je n'ai pas de métaux, je n'ai pas de preuves solides. Je vous partage simplement quelques impressions de recherche qui vont vous permettre d'avoir un premier point d'ancrage pour comprendre l'évolution éventuelle de ce plan d'action-là. Et peut-être que dans un an ou deux, ben, on pourra venir vous présenter des résultats plus sérieux, plus costauds. Alors, quelques petites impressions préliminaires sur les quelques cas qui roulent actuellement. Alors, on voit qu'il y a une diversité que la progression est très variable d'un contexte à l'autre. Il y a toutes sortes de raisons. Il y a des raisons structurelles. Les difficultés de dotation de personnel sont transversales au Québec. Il y a des sites qui ont été impactés par des événements importants, comme un local qui a pris feu, etc. C'est des impondérables. Et on voit aussi, pour le moment, un engagement variable des CIS et des CIUS dans le soutien qu'ils accordent au projet. On voit donc de facto une diversité de modèles. Certains vont s'orienter sur une approche de groupe, d'autres sur une approche plus individuelle, parfois avec une volonté de mixité individuelle et groupe. Certains vont s'intéresser de manière focalisée, particulière aux clientèles orphelines. Dans tous les cas, aujourd'hui, le point de départ, le recrutement, là, dans tous les cas, c'est de puiser dans la liste d'attente des gens en deuxième ligne. Tout à l'heure, on va voir que ça peut être des effets éventuels sur la suite des choses. Et actuellement, dans ces équipes-là, le plan est relativement méconnu parce que les gens sont concentrés sur leur propre business qui consiste à développer, inventer des modèles adéquats
à leur contexte de travail. Donc, qu'est-ce qu'on voit en termes d'effets? Encore une fois, j'insiste, ça, c'est très, très provisoire. On voit qu'il y a une convergence forte en termes d'effets avec les attentes que j'ai évoquées précédemment. Dans le fond, euh, il y a un accroissement de l'offre de services qui est clair. Il y a une réduction des listes d'attente en clinique de douleur qui est claire. Et il y a un effet de trajectoire. Dans le fond, on pense plus globalement l'action et leur travail sensibilise et la première et la deuxième ligne au fait qu'il y a des clientèles qui ont intérêt à transiter dans cette trajectoire-là. Un peu moins clair en termes d'effet, mais pour le moment, entendez-moi bien, là, pour le moment, c'est que l'action qui vise à augmenter la capacité des soins primaires à agir avant la référence vers la deuxième ligne, elle n'est pas encore claire pour le moment. Alors, on voit des facilitateurs. Euh, il y a des sites qui ont des leaders locaux qui ont une vision long terme. On voit que c'est imbriqué dans cette vision-là. Dans d'autres contextes, la vision est encore à définir. Il se pourrait que c'était peut-être des projets qui ont levé la main pour obtenir un financement sans avoir tout bien pensé avant de lancer. Autrement, il y a un effort de conceptualisation en cours d'implantation. Tout le monde, c'est une bonne nouvelle peut-être pour le réseau, là, tout le monde qu'on voit est très sensible à la douleur chronique et parfois même avec une sensibilité individuelle, une histoire personnelle de douleur chronique qui fait qu'ils sont engagés sérieusement, profondément dans la réalisation de cette innovation-là. Le plan a une qualité, c'est qu'il autorise des adaptations locales, on l'a vu tantôt, hein. Certains en groupe font de l'intervention de groupe, d'autres d'intervention individuelle, d'autres du mixte des deux. Dans une phase exploratoire, c'est tout à fait utile, puis on pourra en tirer des leçons collectivement sur qu'est-ce qui marche pas à plus long terme. Et je l'évoquais tout à l'heure, un soutien des sources qui peut varier. Alors, il y a quand même des défis qui sont observables dès maintenant. Euh, je l'ai dit tout à l'heure, il y a une pensée de continuité, il y a un démarrage à travers les listes d'attente de deuxième ligne. Est-ce qu'on est en train de créer une ligne et demie? Est-ce que d'un côté, c'est positif d'un point de vue de trajectoire? De notre côté, est-ce que c'est un modèle viable à long terme? Est-ce qu'on pourra avoir des équipes ligne et demie partout au Québec? Et cette conceptualisation-là du rapport à la première ligne demeure encore un enjeu important. Il n'y a pas encore d'action directe de mener sur cette question-là. Cependant, il y a un début de problématisation, un début de planification de ce qu'on va faire pour la plus ciblée sur la première ligne, sur les groupes de médecine de famille. Alors, je peux vous dire, avec l'expérience du plan Alzheimer, qui est beaucoup plus vieux, là, que le travail sur les soins primaires, sur les GMF, c'est le gros morceau. C'est l'élément le plus difficile à accomplir. Ce positionnement-là pourrait avoir des effets pervers. On ne les a pas documentés, mais on les voit poindre dans les réflexions. Est-ce qu'il n'y a pas un risque de développement d'une culture de la référence? Dans le fond, ils existent, donc on réfère tout le monde à cette ligne ennemie-là, ou alors directement en deuxième ligne. Est-ce qu'il n'y a pas des enjeux de duplication dans un contexte de rareté de ressources, ce qui est fait là, ce qui ne pourrait pas être fait ailleurs ou ce qui n'est pas déjà fait ailleurs? Puis, est-ce qu'il n'y a pas un peu de confusion potentielle, à tout le moins, pour les clientèles qui ont accès à ces ressources-là, alors qu'ils ont aussi accès à un médecin de famille et parfois à des cliniques de la douleur de deuxième ligne. On remarque aussi une difficulté particulière autour de la stabilité des personnels. Une des raisons fondamentales de ça, c'est que le financement est incertain, il est temporaire. On verra s'il y aura une pérennité du financement. Mais il y a aussi que dans plusieurs milieux, à part la traditionnelle difficulté à recruter des gens, là, ce sont des postes souvent très fragmentés, un jour ou 2 semaines. Il est peut-être tentant de privilégier un poste à temps plein lorsqu'il arrive. Euh, puis on voit qu'il y a une multiplicité là, des points de vue là, sur le positionnement stratégique par rapport à ces questions-là. D'autres difficultés ou d'autres enjeux courants, émergents, je l'évoquais tout à l'heure, la grande difficulté d'implantation s'en vient, elle n'est pas encore confrontée, c'est-à-dire le travail en GMF. Euh,
On voit aussi que pour le moment, il n'y a pas encore l'implication de tous les partenaires, des partenaires très importants en première ligne, comme les GAP, comme le 811, qui ne sont pas encore sensibilisés euh, aux enjeux de la douleur chronique. Un jour, ils vont comprendre que les équipes existent, puis ils vont pouvoir y référer. Mais au-delà de ce premier mouvement-là, comment on peut faire en sorte que les équipes interprofessionnelles soient actrices, dans le fond, d'un effet sur des acteurs très importants que sont les GAP et le 811, etc. Pour le moment, la stratégie de changement, elle est là, elle existe, mais elle n'est pas encore à pleine maturité. Il y a encore des raffinements à accomplir, notamment autour de l'instrumentation de la formation. Ils font des instruments, ils font de la formation, mais ce n'est pas encore puissant. Par exemple, les communautés de pratique ne sont pas encore pleinement fonctionnelles et le financement de l'IPAM que j'évoquais précédemment. Donc, quelques mots pour conclure. Euh, J'insiste sur le fait que c'est normal qu'il y ait maintenant de la variation dans les modèles, en autant que les promoteurs ministériels, l'IPAM, etc., prennent le temps de comprendre la valeur de ces différents modèles-là pour en extraire ceux qui fonctionnent ou pas, ou les ingrédients qui fonctionnent ou pas. On voit très bien l'effet positif qu'il naît, en tout cas, autour d'une pensée par trajectoire, avec le risque d'effet pervers que j'évoquais tantôt sur le positionnement de la première ligne. On voit déjà un effort important pour les deux sites les plus anciens. On sent qu'ils travaillent maintenant à penser les conséquences de ce positionnement-là, comme pour le dire simplement, comment on peut faire maintenant pour que les clientèles soient mieux prises en charge en première ligne. Et, euh, et actuellement, il y a la montée en puissance de la capacité de conduite du changement, là, on peut espérer, va arriver dans les prochains mois. Surtout qu'il y a maintenant les 6 projets qui roulent tous. Donc, ça va appeler cet effort-là collectif. Voilà ce que j'avais à vous dire aujourd'hui.